Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour chers auditeurs, bonjour Christelle. Bonjour. Alors aujourd'hui, sur notre cher podcast Perspective de médiation, nous accueillons Florence Van Steger, qui est avocate et médiatrice, mais je vais te laisser te présenter, Florence, pour nos auditeurs. Alors, que fais-tu exactement ? Je te remercie Joëlle. Je suis en fait effectivement avocate depuis un certain nombre d'années, voire un nombre d'années certain. Je suis médiatrice depuis 2009. J'enseigne la médiation à l'université du Mans, j'enseigne la déontologie et je suis passionnée par la déontologie. Donc j'enseigne 16 heures de médiation, de déontologie à l'université. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai très attention à la responsabilité, au risque de mise en cause de la responsabilité du médiateur. J'enseigne aussi la médiation familiale, il y a la médiation intra-entreprise et la médiation inter-entreprise. Oh, c'est déjà un beau panel. Tu dois être bien occupée. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. On voulait aborder avec toi le sujet, bien sûr, de la médiation judiciaire. Tu as déjà contribué dans la revue Intermédiaire, je précise, sur plusieurs sujets autour de la médiation, de la professionnalisation des médiateurs, de la responsabilité, déontologie. Donc, on va aborder toutes ces questions-là ensemble. Et donc, pour partir, on peut peut-être déjà citer le décret qui a été paru nouvellement le 18 juillet 2025 et qui a un petit peu enclenché, on va dire, concrètement de nouvelles... ces nouvelles feuilles de route, on va dire, pour le déploiement de l'amiable. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Est-ce que concrètement, ça se met en place ? Ça y est, toi qui es un peu de l'autre côté, on va dire, comme tu es aussi avocate et médiatrice, donc tu peux peut-être nous dire comment ça bouge aujourd'hui. Alors, en fait, depuis 1995, il y a des textes en France qui régissent la médiation, mais personne ne s'en était véritablement saisi. La France devait se mettre en harmonie avec l'Europe. Elle a beaucoup tardé. Parce que ça devait être depuis 2005 et donc il a fallu attendre 2025 pour que ça se mette véritablement en place. Il y a beaucoup de changements au niveau des cours d'appel. On sent que la chancellerie, donc le ministère de la Justice, a mis en place pas une pression, mais en fait une incitation majeure à ce que les cours se saisissent de tous les modes amiables, donc pas simplement la médiation, la conciliation, l'audience de règlement amiable, la procédure participative, mais aussi la médiation. Et donc, comme je fais partie, je suis un membre de la Fédération régionale des centres de médiation du Grand Ouest, je sais par exemple que les cours d'appel du Grand Ouest se saisissent de cet intérêt du ministère de la Justice pour en fait rédiger, signer des conventions avec différentes associations de médiateurs pour justement améliorer les relations entre la juridiction et les associations de médiateurs, et pour que ça soit plus fluide, que chacun se sente sécurisé, mais surtout la juridiction, parce que les magistrats, le problème des magistrats, c'est de se sentir en sécurité, en fait, quand ils lâchent leur dossier quelque part, à un moment donné, ils savent plus où il est. Donc là, quand ils savent maintenant qu'ils peuvent le laisser dans ce qu'on appelle le laisser dans l'armoire et savoir où se trouve
le dossier, ils sont contents et donc c'est tout ça qui a été mis en place, ces conventions qui ont été signées et qui maintenant en plus, sont mises en harmonie avec les suites du décret du 18 juillet 2025 et notamment les articles 1528 et suivants du code de procédure civile. De ce que tu dis, là, Florence, c'est qu'en fait, ils vont, à partir de maintenant, travailler essentiellement avec des associations et que Oui. du médiateur indépendant, Alors, ils préfèrent travailler avec des associations, enfin, je sais pas dans les autres régions de France, hein, je ne voudrais pas imposer une vision, du Grand Ouest. mais en tout cas, sur le Grand Ouest, je sais qu'ils aiment bien travailler avec des associations de médiateurs parce que les associations de médiateurs s'engagent à ce que leurs médiateurs soient formés à 20 heures enfin, qu'ils aient déjà au moins en fait une formation assurée de l'ordre de 200 heures de formation, plus des analyses de pratique et des formations à hauteur de 20 heures par an. Donc, c'est 20 heures, dont 10 heures d'analyse de pratique. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire aussi que je faisais de l'analyse de pratique, mais parce que ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et donc, oui, les conventions sont souvent passées avec des associations, ce qui n'empêche pas les cours d'appel éventuellement, ou même les juridictions de première instance, de faire appel à un médiateur particulier avec lequel ils se sentent en confiance, etc. Mais quand ils connaissent pas, ils préfèrent passer par les associations de médiateurs qui remplissent ce cahier des charges. Est-ce que ça enlève l'intérêt des listes des médiateurs auprès des cours d'appel? Parce que c'est souvent aussi des médiateurs indépendants qui s'inscrivent. Oui, non, ça n'enlève rien. C'est juste que pour tout ce qui est relève de l'information à la médiation, suivi en fait, puisque maintenant on fait ce qu'on appelle des ordonnances 2 en 1, information à la médiation, suivi de la médiation derrière. Quand ils connaissent pas, quand ils ont pas, la certitude alors ils ont la certitude, hein, puisque quand les médiateurs s'inscrivent sur les listes, et qu'ils sont agréés, c'est qu'ils revêtent les conditions qui sont imposées par les textes. Ça, le problème, c'est qu'à ce jour, les conditions qui sont imposées pour qu'un médiateur puisse être inscrit sur une liste auprès d'une cour d'appel, c'est pas une formation, c'est d'avoir une formation ou d'avoir validé des expériences en matière de médiation. Et ça, c'est pas forcément rassurant. Il faut vraiment se mettre dans la position d'un magistrat, parce qu'un magistrat, c'est vraiment, pour lui, un dossier, c'est important. Et donc, s'en dessaisir, quitter ce petit impérium du juge, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir du juge sur un dossier, c'est compliqué pour le juge. Donc, c'est vrai que faire appel à une association de médiateurs en qui il a confiance parce qu'il sait qu'il y a un véritable suivi de ces médiateurs, qu'il y a en fait une déontologie au sein de l'association, ça peut le rassurer. C'est pour ça qu'il fait souvent appel à des associations. Mhm. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je sais pas. Oui, merci, tout à fait. Bon, je t'en prie. Est-ce qu'on glisserait un petit peu plus, là, à t'entendre, je me dis, ça peut être pas mal pour, justement la professionnalisation quelque part, de cette pratique en fait, du médiateur? Ouais. Alors la professionnalisation du médiateur, elle va passer nécessairement par une acceptation que la justice, n'est pas gratuite, hein, parce qu'en fait, là, de principe, on dit: «La justice est gratuite», mais il faut savoir que là, on vient de se reprendre un timbre de 50 € pour toute saisine de la juridiction, quelle qu'elle soit, au niveau de première instance. Donc on enlève le caractère gratuit, il faut arrêter de dire ça, en fait, et peut-être basculer un peu sur le principe, canadien qui fait que, pour pouvoir saisir la justice, il faut nécessairement d'abord être passé par des tentatives amiables, pas nécessairement la médiation, mais en tout cas des modes amiables. Et cette professionnalisation, elle va aussi résulter du travail que va pouvoir faire le Conseil national de la médiation sur, en fait, d'abord, le Conseil national de la médiation va insister beaucoup sur la déontologie parce qu'il y a beaucoup trop de laisser-aller par certains médiateurs et ça, c'est dangereux pour tous les médiateurs. Et puis un corpus de formation qui soit en fait reconnu au niveau national. À partir du moment où on va vouloir faire reconnaître une profession, une inscription au RNCP, il va falloir qu'on ait quelque chose qui soit homogène au niveau de la France. Et pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Et tant qu'on n'aura pas ça, et tant qu'on n'aura aussi pas de sanctions possibles, parce que qui dit véritable organisation va vouloir dire aussi capacité, d'abord,
un vrai code de déontologie qui soit pas un code de bonne pratique comme on a actuellement. Puisque pour l'instant, on a un code de bonne pratique et d'ailleurs, on n'a pas un, mais on a des codes de bonne pratique, hein, puisque, Oui, celui qui est cité, Rome 2009, le livre blanc de la médiation n'est qu'en fait un code de déontologie qui est en fait un code de bonne pratique parmi d'autres. Donc il nous faudrait un code pour... Alors la codification à la suite du décret du 18 juillet 2025 nous donne déjà un corpus de règles, mais ce serait bien qu'on ait un code de déontologie si on veut une reconnaissance professionnelle. J'ai une question. Tu as dit, Florence, qu'il y a trop de laisser-aller chez certains médiateurs. En quoi consiste ce laisser-aller? Qu'est-ce que tu mets derrière? Alors, c'est plein de choses. Pour moi, en fait, un médiateur qui est un médiateur compétent. Alors, il faut savoir déjà qu'en médiation judiciaire maintenant, le texte prévoit que le médiateur qui va intervenir dans un domaine précis va avoir la nécessité de connaître, avoir des compétences dans ce domaine. Donc ça risque déjà d'être une problématique et en fait, c'est l'écho d'une dérive. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on ait pris ce texte-là présuppose le fait qu'il y ait eu des dérives par rapport à ça. Des gens qui se prétendaient capables de faire, par exemple, des médiations en droit fiscal, en droit de la famille, sans rien connaître. C'est pas parce qu'on a été papa et maman que pour autant on connaît les règles de droit en matière familiale. Je plaisante, mais c'est sérieux pour moi parce que derrière, en fait, il peut y avoir un conflit, c'est pas anodin. Et ça peut avoir des conséquences graves. Donc, je pense qu'il est important, effectivement, qu'il n'y ait pas de dérive par rapport à tout ça. Des dérives aussi financières, parce qu'il y avait des médiateurs, par exemple, qui prenaient des honoraires de résultats. C'est un exemple de dérive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai plus d'idées en tête, mais il y a des dérives de personnes qui... Moi, je peux te rappeler aussi peut-être, hein, ça peut être des dérives au niveau de la rédaction d'accords aussi, comme des fois. Alors, sur la rédaction d'accords, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que, enfin, la dépendance, par exemple, aussi. Alors, elle n'est pas reprise par les textes. Elle avait été rajoutée en 2002. Là, on la retrouve plus dans les textes, mais l'indépendance, c'est quand même extrêmement important. Dire qu'en fait, on soit pas et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et il y en a. En fait, il y a déjà eu d'ailleurs des condamnations à ce propos. Donc, ce sont ces dérives-là, en fait, que je visais dans la nécessité d'un corpus de règles qui soit vraiment un corpus de règles correspondant à un code de déontologie. Merci. Et justement, sur la question de l'accord, en médiation, en quoi aujourd'hui, en fait, la responsabilité du médiateur est engagée, hein, jusqu'au bout du bout, jusqu'à la rédaction de l'accord, la reconnaissance, en fait, d'un accord, issu de médiation. On en parlait, à un moment donné et tu sais qu'il faut faire très, très attention justement sur cette finalisation-là. Alors, le texte prévoit, je pense que ça doit avoir un intérêt qu'il l'ait prévu, qu'un accord de médiation peut être verbal. Alors, bien évidemment, un accord de médiation verbal, le texte prévoit également que le médiateur peut attester. Non, d'ailleurs, pas peut, atteste. Le médiateur atteste. C'est pas peut attester, atteste. Ça veut dire que quelque part, le médiateur doit attester, puisqu'en fait, il n'a pas la possibilité de le faire ou pas, et il est marqué atteste de ce que l'accord est issu de la médiation. Si c'est un accord verbal, bien évidemment, le médiateur ne peut pas engager sa responsabilité en acceptant de faire une attestation de ce qu'un accord de médiation est issu d'un accord verbal. Là, on est un peu coincé. On se retrouve coincé aussi par la confidentialité, c'est-à-dire le 1528.3 du Code de procédure civile dit tout ce qui est dit, fait, écrit en médiation est confidentiel, sauf accord des parties. Donc, en fait, si on rédige un accord de médiation, il n'a pas besoin nécessairement d'être rédigé parce que les parties n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un avocat. Donc, en fait, il peut être rédigé par les parties. Alors, nulle part, et je sais qu'on va me bondir dessus et que je vais avoir des tas de critiques, nulle part il est interdit au médiateur de rédiger un accord. Nulle part, il n'y a aucun texte qui l'interdit. C'est déconseillé, et tout le monde le dit, c'est déconseillé, parce que en fait, le médiateur pourrait être tenu par l'accord. Mais dès qu'on lui demande à la suite de ça
même si c'est pas lui qui le rédige, mais de faire une attestation de ce que l'accord est issu d'un médiateur, ça change plus grand-chose à la problématique. Donc le principe, c'est qu'on a un accord. De principe, il vaut mieux, quelles que soient les parties en présence, que cet accord soit rédigé par les parties, c'est plus simple pour le médiateur, que l'accord soit rédigé complètement, parce que si le médiateur doit attester de ce que l'accord est issu de la médiation, il faut bien qu'il atteste de ce qu'il sait, de ce qu'il a pu personnellement constater. Et donc, il faut que cet accord, alors c'est encore 1528.3 qui le précise, hein, l'accord peut être déconfidentialisé pour l'effectivité de son exécution. Ça veut dire que si on a un accord, mais qu'on ne peut pas imposer son exécution si jamais il n'est pas exécuté à l'amiable, bien évidemment, on se retrouve coincé. Donc ça, 1528.3 prévoit qu'un accord qui a été rédigé par écrit est nécessairement déconfidentialisé pour son exécution. Alors quand il y a des avocats, c'est simple, hein, le principe, ce serait que les avocats fassent un accord de médiation, un acte contresigné par avocat, c'est-à-dire en fait un écrit signé par chacune des parties, contresigné par les avocats, et qui a en fait la valeur d'un acte sous seing privé, qui a une valeur, puisqu'en fait cet acte n'a plus besoin d'être homologué, il peut être revêtu de la formule exécutoire directement en saisissant le greffe de la juridiction qui est déjà saisie, et c'est le greffe qui va poser la formule exécutoire sans qu'il y ait aucun contrôle sur l'accord. Alors la seule chose là, c'est que les avocats, eux, n'aiment pas signer des accords. Ils préfèrent passer par des transactions, parce que les transactions, en fait, sont signées par les parties et pas par les avocats. Donc, en fait, ils engagent moins leur responsabilité quand c'est des accords qui sont signés par les parties. Pour autant, l'article 1541 du Code de procédure civile prévoit que quand il ne s'agit pas d'accord de médiation, de conciliation ou de procédure participative, il ne devrait pas être recouru à la transaction, mais directement à des accords contresignés par avocat. Est-ce que j'ai été claire? Parce que parfois, je suis emballée par ce que je dis. C'est assez subtil, en fait, parce que bon, entre le temps, en fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'entre le moment où on est, en fait, formé, certifié en tant que médiateur, et le moment où il y a des décrets, en fait, qui sortent, il y a des ajustements, il y a des textes. Est-ce qu'on ne devrait pas être justement tout le temps, à l'affût et formé continuellement, justement, aux Si. changements qu'il peut y avoir au niveau des textes? Alors, moi, je suis surprise de la méconnaissance véritable des textes qui sont ici du décret du 18 juillet 2025. J'ai passé, alors je ne dirai pas combien d'heures parce que ça pourrait paraître orgueilleux et ce n'est pas le cas. C'est tellement ce texte est en fait complexe. Ça a l'air de rien, c'est que quelques articles, mais pour autant, ils viennent. Quand on codifie, on accentue la responsabilité. Et c'est en ça que ça m'inquiète. Et pour répondre à ta question, oui, quand on parle de formation à minima 20 heures, dont 10 heures d'analyse de pratique, il faudrait avoir une formation complète sur ce décret du 18 juillet, parce que chaque fois que j'en parle, même mettre ces écrits à jour, parce que les écrits ne peuvent plus être les mêmes. L'accord d'entrée en médiation, alors moi je fais systématiquement, même en médiation judiciaire, un accord d'entrée en médiation avec un engagement de confidentialité. Et sur mon verso, en fait, j'ai les règles RGPD pour que chacun sache effectivement les règles de la conservation des données des personnes. Et en fait, sur ce document-là, maintenant, j'ai écrit que cet engagement de confidentialité était lui-même non confidentiel, d'accord parti, parce que sinon, comme c'est un écrit qui a été fait en médiation, il est d'office confidentiel. Donc, en fait, il ne pourrait pas être utilisé. Et on en a besoin de ça, parce qu'il appartient au médiateur, justement, de prouver qu'il a donné l'information sur le fait que tout ce qui est dit, écrit et fait en médiation est bien, en fait, confidentiel. Donc ça devient une pièce élaborée. C'est encore une distinction qui a été apportée par le décret du 18 juillet 2025 et qui fait la distinction maintenant entre pièces élaborées et pièces produites. Donc il y a plein de choses comme ça en fait dans ce texte. Et moi, quand je le lis et quand je relis, j'en découvre tout le temps en fait. Oui, et puis bon, quand on s'engage, enfin quand on pratique la médiation, on sait pas à quel point en fait on doit aller jusqu'au bout, et quelle est notre responsabilité jusqu'au bout du bout, en fait, Ouais. en tant que médiateur. Ouais.
Et puis, il faut vraiment parler de professionnalisation tout à l'heure. Qui dit professionnalisation dit, responsabilisation majeure et donc là et simplement la codification. Tout ce qui est codifié maintenant fait poser sur le médiateur des exigences, de respect de ces textes. Je parlais tout à l'heure, simplement du fait que le médiateur qui intervient dans une médiation doit avoir la connaissance dans la nature, je crois que c'est le terme qui est utilisé, il faudrait que je vérifie le texte, mais et donc un médiateur qui veut faire de la médiation familiale, il doit connaître les textes de la médiation familiale ou au moins son fonctionnement en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire une autorité parentale? Enfin, c'est pas anodin, la résidence alternée. Qu'est-ce que comprend la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants? L'audition de l'enfant, justement, dans toutes les affaires le concernant, le médiateur doit s'assurer que l'enfant a été informé de ce qu'il pouvait être entendu. Enfin, c'est plein de petites choses, mais c'est tellement, tellement plein de petites choses que ça fait vraiment beaucoup de risques de responsabilité. Bon, bah, alors on est bien, aujourd'hui avec Je veux pas faire peur, peut-être. Je veux pas faire. Si justement, moi j'écoute et je me dis, mais est-ce que tout ces fils à la patte là, où on ajoute, on ajoute, on ajoute, est-ce que c'est pas quelque chose qui risque plus de ralentir l'élan des médiateurs ou de la médiation, même si c'est pour sécuriser, même si c'est pour baliser, même si c'est pour professionnaliser, mais est-ce que c'est pas aussi un risque de bloquer quelque part ce changement de mentalité? Ouais, je te remercie, Christelle, de poser cette question. On pourrait penser que c'est des fils à la patte, mais est-ce que les médiateurs sont des gens sérieux? La plupart, oui. Voilà. Et la plupart, en fait, ont envie de l'être et la plupart ont envie de faire les choses bien. Ça prend pas plus de temps de faire signer un engagement de confidentialité, de l'envoyer avant avec l'heure à laquelle on va convier les parties à une réunion commune que de ne pas le faire. On leur dit, voilà, c'est pareil, la précaution de faire signer l'avocat dans cet engagement de confidentialité. On dit, ah, mais non, mais ça sert à rien, l'avocat, il est tenu par son secret professionnel. Ben non, c'est pareil. Ce sont des choses anodines, mais l'avocat, il est tenu au secret professionnel, il est vis-à-vis de son client, mais à la confidentialité à l'égard de personne dans le cadre de la médiation, et pas plus à l'égard du médiateur. Et quand on est en médiation judiciaire, et s'il y a bien quelqu'un dont il faut s'assurer du respect de la confidentialité, bah, c'est l'avocat. Et quand on leur explique, quand on clarifie, parce que moi j'ai un maître mot qui dit médiation, dit clarification, ça mes étudiants le savent, ils se moquent de moi quand je le dis, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on clarifie, ça prend pas du temps, ça prend juste des explications, et plus on est clair sur le cadre, plus on peut être ferme sur le cadre et sur le respect de celui-ci. et puis peut-être les choses peuvent se faire aussi plus naturellement et dans Bien un sûr. espace qui est sécurisé et donc ouvert aussi à toutes les possibilités, les solutions, bien sûr dans le cadre, toujours du droit. Mmh. Et ça fait peur quand on le découvre. En se disant: «Bah, ça va être compliqué» et cetera. Mais quand on l'applique simplement, c'est pas plus compliqué que ce qu'on faisait avant. C'est juste, une rigueur d'apprentissage et de ce qu'il faut faire ou pas faire et pour se protéger soi comme pour protéger son processus. Ouais, est-ce qu'on n'est jamais déjà? Est-ce qu'on l'est assez, hein? Même avec tout ça, Ah mais c'est sûr! je pense, Bien sûr, déjà, on peut jamais, s'empêcher, s'assurer, de ce que, la médiation va pas être, manipulée, par les uns ou par les autres. Donc en fait, il faut quand même là, je parle pas pour faire peur, je parle justement vraiment pour se dire: «Bah, comment on fait pour faire au mieux, pour protéger son processus et se protéger soi?» C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut faire attention. à bon entendeur. Merci d'avoir écouté le podcast, c'est ça? Le pod Non, 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 pas encore, on en a pas. Non, mais, en Il tout reste cas, un bon petit peu entendeur. Laurence, on va peut-être parler aussi plus précisément de médiation familiale, Ouais. hein, parce que là on parlait un petit peu plus généralisé, mais est-ce qu'il y a aussi des nouveautés, au niveau des textes, sur la forme de l'accord, sur, Alors, autre aussi, je sais pas. sur la médiation familiale, il y a pas plus de modifications que sur le reste parce qu'en fait, 1528 jusqu'à 1546 ou 47, je sais plus, concernent en fait toutes les médiations. Alors médiation conventionnelle et médiation judiciaire, les 2 en fait, hein, sont concernés. En fait, ce qui est
là où il y a eu des textes qui sont intervenus en matière de médiation familiale, c'est sur le haut conflit parental entraînant la mise en danger de l'enfant qui résulte du décret de la loi Taquet, pardon, de 2022. Et donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel il y a tout un... C'est très, très intéressant de travailler sur cette notion de haut conflit parental ou conflit sévère de séparation. Sur l'accord, c'est là où il y a un vrai intérêt, c'est sur la nécessité de respecter l'audition de l'enfant, hein, puisque dans toute affaire le concernant, ça c'est posé par les normes européennes, hein, la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'enfant, qui font en fait que le médiateur, lui aussi, est impacté par ça, et que donc quand il fait une médiation familiale, il doit s'assurer en fait que l'enfant a pu être entendu. Donc, ou en tout cas, il doit avoir un formulaire qu'il donne aux parents en disant, bah voilà, cette médiation va avoir un impact sur les enfants. Et alors, on n'est pas obligé d'avoir un formulaire, hein, Christelle. Je sais que tu vas me dire, mais pourquoi encore un formulaire? Encore, enfin, Non, 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 la question que je me posais, à partir de quel âge on écoute les enfants? Merci de me poser cette question. Effectivement, c'est l'enfant doué de discernement, il n'y a pas d'âge. Donc, c'est effectivement très juste comme question. Avant, il y a un certain nombre d'années, on parlait de l'enfant âgé de 13 ans. On est descendu beaucoup, 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 et maintenant on est aux alentours de 7 ans, donc pour considérer que l'enfant est doué de discernement. Mais là encore, c'est du cas par cas. Et c'est pas au médiateur de s'assurer que l'enfant est doué de discernement. Attention. Le médiateur, la seule chose qui pèse sur lui, c'est de s'assurer que les parents ont donné l'information à l'enfant qu'il pouvait être entendu, soit par un juge, soit par un auditeur d'enfant, soit par un autre médiateur, soit par le médiateur lui-même en fonction des habitudes de chacun. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le médiateur doit s'assurer que les parents ont donné l'information. Et c'est les parents qui eux-mêmes doivent se poser la question de savoir si l'enfant est ou pas doué de discernement. Mais c'est pas simplement en médiation familiale, hein. Imaginez que vous ayez, je sais pas moi, une SCI familiale, il y a un enfant qui est concerné par la SCI familiale, il faudrait normalement s'assurer que l'enfant a pu être entendu. Ça peut être en matière de succession aussi, parce que il peut y avoir eu un décès d'un parent et derrière en fait un enfant qui intervient au droit de son auteur. Donc en fait, à chaque fois, il faut se poser la question, si un enfant est concerné par ma médiation, il faut que je pose la question aux parents. Est-ce que vous vous êtes assuré d'avoir informé l'enfant, est-ce que vous avez informé l'enfant plus exactement de ce qu'il pouvait être entendu par un juge, par un médiateur, par un auditeur d'enfant, etc. en fait. il participe, en général, l'enfant, à un moment donné, à la médiation ou, Alors, dans les médiations familiales, ça c'est très spécifique. Il peut y avoir, c'est la façon dont le médiateur travaille. Moi, je sais que par exemple, quand je fais des médiations familiales, j'aime bien entendre l'enfant moi-même et pas faire intervenir un auditeur d'enfant. Mais je sais qu'il y a des auditeurs d'enfants qui sont parfaitement formés. Je sais qu'il y a des médiateurs, on peut faire intervenir aussi un comédiateur, par exemple, qui entend l'enfant, enfin qui intervient dans la médiation qu'après avoir entendu l'enfant. Alors moi, j'avoue que j'ai une pratique un peu particulière, mais j'aime bien entendre l'enfant complètement et puis travailler avec lui sur ce qu'il est d'accord ou pas de ce qui soit dit aux parents, sa présence ou pas en présence de ses parents dans le cadre de la médiation. Donc ça, c'est quelque chose que je définis directement avec les enfants. C'est très particulier comme façon de travailler, beaucoup n'aiment pas, et peut-être que encore une fois, je vais déclencher des foudres. Je vais recevoir vous allez recevoir à la suite de ce podcast. non, mais ça peut ouvrir le débat, au contraire. Oui, ça ouvre le débat et c'est intéressant de l'ouvrir. C'est juste qu'à aucun moment bien. Alors, je suis formée, j'ai fait une formation à la psychologie de l'enfant, donc c'est vrai que je ne m'autorise ça que parce que j'ai cette formation en plus du reste. Sinon, je le ferais pas. Je travaille par des biais créatifs. Je n'arrive pas directement avec mes gros sabots pour poser des questions concernant la famille. J'utilise effectivement tout ce que j'ai pu apprendre en psychologie de l'enfant. Ouais, c'est une bonne chose quand même, hein, d'inclure quelque part l'enfant qui est, tout à fait sa place aussi, hein, dans, que ce soit une séparation ou autre, hein, ou succession, il a droit aussi lui d'avoir, un avis, d'avoir, des ressentis, d'avoir des, voilà, d'exprimer son vécu aussi quelque part.
Oui, et puis à la différence du juge, en fait, le juge, lui, il va entendre l'enfant, Mmh. mais il va décider ce qui, selon lui, est le meilleur, pour l'enfant, en fait. Il va faire primer l'intérêt de l'enfant, mais c'est selon lui, selon ce qu'il va avoir pu entendre des parents, et cetera. Dans la médiation, c'est pas la même chose, en fait. Le rôle de l'enfant, il est plus important parce que il va pouvoir dire des choses, le travail va être plus long, comme en médiation en général. C'est-à-dire, en fait, on va faire un vrai travail de fond. On va pas rester sur une audition qui va durer 1 heure. On va pouvoir revenir, faire, vraiment un travail d'accompagnement comme pourrait le faire un auditeur d'enfant. Je remets pas en cause les autres professionnels. Je veux juste dire qu'il y a plein de techniques qui font qu'en fait l'enfant effectivement a sa place en médiation et que en fait il faut respecter ça et que le texte le dit qu'il faut respecter la place de l'enfant dans la médiation. Ouais, ce qui est une bonne chose, mais toujours, comme tu dis, il faut faire attention à comment on le fait, Exactement. que ses droits soient, voilà, préservés et Et puis pas faire n'importe quoi. Si on n'est pas encore une fois, si on n'est pas formé à ça, faut pas jouer les apprentis sorciers parce que les dégâts pourraient être très importants. Enfin, je veux dire, on parlait de dérive tout à l'heure, Christelle, je pense aussi ça en est une, ne pas jouer les apprentis sorciers. Jamais, jamais jouer avec les émotions des gens, jamais jouer avec leur, enfin, c'est des règles de base de la médiation, mais on est garant aussi de ça, nous, médiateurs. Mmh. y a-t-il encore je sais pas, un point que tu aimerais, développer, Florence, par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué? Alors je pourrais en parler des heures, hein, du décret du 18 juillet. Vigilance, un point de vigilance pour tous les médiateurs, professionnels qui nous écoutent. Point de vigilance, revérifiez vos écrits à l'aune du décret du 18 juillet 2025. Faites bien attention, pièces élaborées, pièces produites. Donc les pièces élaborées sont les pièces qui ont été rédigées en médiation. Donc faites attention aussi quand les parties partent avec des écrits, puisque maintenant tout ce qui est dit, écrit et fait en médiation est revêtu de la confidentialité. Donc posez-vous la question de savoir ce que la partie qui a pris des notes va faire. On est bien d'accord qu'on ne peut pas engager la responsabilité du médiateur à partir du moment où vous avez cet engagement de confidentialité et ce document que vous avez fait remplir en disant attention, tout ce qui est dit, écrit et fait en médiation est confidentiel. Les pièces produites, c'est-à-dire les pièces qui étaient déjà dans le débat avant la médiation, restent des pièces publiques. Les pièces élaborées en médiation, les débuts d'accord, les écrits qui ont été rédigés, les modifications sur des pièces, ces pièces élaborées-là sont confidentielles, sauf accord des parties. Mais ça, c'est un point vraiment de vigilance parce que, voilà. Sur les informations à la médiation, sur la confidentialité, il y aurait aussi beaucoup à dire donc mais notamment, ce qui est dit en information à la médiation qui touche le fond, de la médiation elle-même et du conflit est confidentiel, mais la présence des parties ne l'est pas et Oui, donc mais à ce stade-là, attends, je t'interromps un peu, mais à ce stade-là, il y a pas d'accord de confidentialité, enfin, il y a pas d'engagement. ben, en fait, Des il y a pas parties d'engagement, mais et au stade de partir de l'intervention. à partir de quand commence la Oui, médiation? voilà. C'est un peu comme du Mozart, hein, quand Mozart va s'apprêter à jouer, on entend déjà les notes qu'il va commencer à jouer. Quand il a fini de jouer, encore, hein, le silence qui suit un mot du Mozart, c'est encore du Mozart. La médiation, c'est un peu pareil. Donc méfiez-vous. Je dis pas qu'en fait, ça a été tranché et que ce qui est dit durant l'information à la médiation est confidentiel, mais il arrive, quand vous êtes en présentiel, que les parties commencent à aborder le fond de la médiation et donc faites attention à ça et immédiatement, c'est pas compliqué, clarifiez en disant: «Attendez, j'entends que vous voulez, commencer à aborder le fond et je suis ouverte à ça, mais soyons bien d'accord, est-ce que c'est ou pas confidentiel ce que vous allez dire?» Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste qu'il faut clarifier. Qui dit médiation dit clarification. Attention, en tout cas, C'est faut une être bonne très formule. attentif. Ouais, ouais, quand on clarifie, on n'a pas de problème. Puis le but de la médiation, c'est ça, c'est clarifier. Clarifier les malentendus, les mal compris, éviter les problèmes supplémentaires, bah, c'est juste de la clarification. Ouais, donc du moment qu'on est en contact avec les parties et bah, là, on a notre responsabilité, hein, de ce que j'entends, qui est engagée. Il faut Et faire oui, très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit et aussi à préserver justement la confidentialité. mais oui.
Et donc en fait, c'est pareil, l'information à la médiation, la partie confidentielle, c'est ce qui est à l'intérieur de la médiation, ce qui a pu faire l'objet de l'échange. Mais la présence des parties, elle est pas confidentielle. Et quand on dit aux avocats: «Mais attendez, là aussi il y a une problématique», juste j'attire l'attention là-dessus, sur la compréhension qu'ont les avocats de l'information à la médiation. L'injonction de rencontrer le médiateur, et ça je le dis aux médiateurs parce que c'est super important. Ouvrez bien vos oreilles. Voilà, l'injonction de rencontrer le médiateur pour qu'il délivre une information à la médiation, elle pèse sur les parties. Elle pèse pas sur le médiateur. Donc quand vous avez des gens qui font oui, mais non, mais je peux pas parce que ceci, parce que cela. Ah, ta, 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 ta. Excusez-moi, mais relisez l'ordonnance. L'ordonnance précise bien que les parties doivent rencontrer le médiateur et que c'est une injonction qui leur est faite de rencontrer le médiateur. Et quand vous dites aux avocats: «Mais attention parce que, cette absence à la médiation, à la formation à la médiation, puisqu'il y a une ordonnance qui a été rendue, peut vous amener, enfin, peut amener les parties à une amende civile de 10 000 €». Les avocats disent: «Ah mais vous me menacez?» Je dis: «Non, non, je vous menace pas, c'est pas moi qui veux me menacer d'abord, parce que moi j'ai aucun pouvoir. Mais au moins, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les parties ont reçu une injonction par ordonnance du juge, donc c'est une décision du juge qui les enjoint». Excuse-moi d'avoir insisté là-dessus, mais c'est juste pour libérer la pression qui pèse sur les médiateurs, je dis ça. Oui. À chaque fois, on leur dit: «Ah mais oui, mais non, je peux pas, et cetera». Bah, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est ton problème, c'est toi qui dois rencontrer le médiateur. Et encore, Florence, sous réserve qu'ils aient connaissance de cette, ordonnance. Moi, souvent, il y a beaucoup de cas où on sait très bien qu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas accès à cette ordonnance, d'où des fois la non-réponse, le silence radio, le désintérêt aussi, pourquoi, je le ferai. Ouais. Donc c'est aussi responsabilité des avocats, quelque part, quand on est en judiciaire, Mmh. d'informer aussi Alors quand on a de toute façon, oui, et puis, on a les coordonnées des avocats, mais c'est pas à nous à aller courir derrière les avocats. C'est les avocats qui mettent leur responsabilité en jeu, hein. Quand comment il tu faut fais toi, par exemple? Alors moi, en général, je prends les coordonnées des avocats et j'envoie un message. Parce qu'en fait, alors il y a là, on a un énorme piège qui a été posé par les textes, qui est en fait, l'ordonnance, le texte, alors je ne sais plus quel est l'article qui prévoit ça, je suis désolée. C'est, le juge peut déléguer au médiateur le recueil de l'information, le recueil de l'accord des parties pour, la médiation, dans le délai d'1 mois de l'ordonnance. Sauf qu'avant, tu parlais de qui a connaissance de l'ordonnance. On a souvent un délai énorme avant que nous, on soit informés de ce qu'il y a une ordonnance qui a été, délivrée, enjoignant les parties à rencontrer un médiateur pour l'information à la médiation. Et deuxièmement, en fait, après, il faut entrer en contact avec les avocats, organiser alors soit en visio, soit en présentiel, et cetera. Et donc ça prend, énormément de temps. Sans compter que le texte prévoit maintenant que ça peut se faire en visioconférence ou en présentiel, mais pas par téléphone, ni par courrier, parce que certains le font comme ça et c'est pas accepté par les textes, là encore. Et donc, ce délai d'1 mois, il est beaucoup trop court, il a pas de sens, en fait, si on te dit, si tu as une ordonnance qui te dit, information à la médiation et injonction donc de rencontrer le médiateur, et derrière, recueil de l'accord, c'est pas possible de le faire dans le délai d'1 mois. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement d'organiser, alors soit ce qui est en train d'être mis en place, par exemple, à la cour d'appel d'Angers, et ce qui a été aussi testé dans d'autres cours, c'est de faire des permanences à l'information, et on convoque les parties, on leur dit de venir à mais c'est compliqué parce que quand, par exemple, c'est la chambre sociale qui te désigne pour une information, tu peux avoir un employeur, à Bordeaux, un avocat qui est à Lyon, enfin, tu vois? Donc c'est commenté, et donc le plus simple, c'est vraiment que les avocats se saisissent de ça et qu'on leur rappelle que, bah, cette injonction repose sur leurs clients respectifs et pas sur le médiateur. Et surtout, on n'insulte pas le médiateur qui fait son travail et qui essaye de le faire bien. Merci, beaucoup Florence, hein, pour cette précision, mise au point, on va dire. Christelle, tu as peut-être encore, Non, 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 je trouve ça très important et il est il est important, je pense, justement de clarifier parce Voilà. qu'il y a tellement d'articles, tellement d'avis, tellement d'opinions, tellement de voilà, sur les réseaux sociaux, sur
un peu partout et de vraiment mettre les pendules à l'heure, les points sur les i, de clarifier, de dire: ça c'est pas ça» et cetera. Je pense qu'on n'en fait jamais assez. Eh oui. D'où l'intérêt du podcast justement et c'est pour ça qu'on a invité Florence pour cette mise au point et c'est je pense aussi, on n'a pas assez de temps pour tout, hein, aborder. On fera une 2e partie je pense, consacrée plaisir, au je serai contexte disponible. et à la médiation judiciaire, conventionnelle, familiale, et toute, en fait, tout ce qui tourne autour de la responsabilité, de la déontologie aussi du médiateur. On vous dit à bientôt, hein, pour, un autre épisode et merci beaucoup Christelle, merci Florence. Merci beaucoup. beaucoup, Merci Joël, beaucoup, merci Christelle. Florence. À bientôt. Bientôt, au revoir. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.